Ironhide. Yanis Kourodakis est-il un agent de l'Est? Quelque part dans les bureaux de police internationale, filiale d'Interpol, à Boston, assis dans un fauteuil de bureau, Wilde lisait son journal. Miss Gloria l'interrompit. « Monsieur Wilde, un homme vous demande, dit-elle au téléphone. « Bien, fit Wilde, je vous l'envoie. » L'homme entra dans le lieu de Tony Wilde. Il ôta son chapeau qu'il tint dans ses mains. « Ironhide, s'interrogea Wilde. « Monsieur Wilde, je suis venu vous voir incognito. Je suis Ironhide 5, dit l'homme souriant devant lui. « Prenez place, Ironhide, dit Tony. « J'ai quelque chose à vous proposer, une nouvelle mission. » Encore, souffla Wilde. Un haut gradé russe est passé à l'ouest, dit Ironhide. Mais la guerre froide est finie, Ironhide, lança Wilde. Bien sûr, mais ce haut gradé a laissé des documents intéressants dans un avion, un MiG-27. L'avion militaire a disparu, on dit qu'il est aux États-Unis. Le vlogueur possède contenu dans sa boîte secrète des informations fascinantes pour notre organisation de mécènes. Et que puis-je faire demanda Wilde étonné. Vous devez rechercher cet appareil et le voler, dit Ironhide. Il est caché dans une base militaire aux États-Unis. L'espace géographique est toujours défendu par des chasseurs mercenaires de l'ex-URSS qui n'hésiteront pas à vous abattre. Vous devez ramener le MiG, Wilde, lança Ironhide. Ironhide, vous savez pertinemment que je ne suis pas un pilote de combat, reprit Wilde. Nous le savons, simple curiosité scientifique, dit Ironhide Clone 5. Mais c'est absurde, Iron. Pourquoi moi? Tout simplement pour tester l'avionique de l'appareil. Wilde, le MiG a été équipé d'instruments inconnus, pareils à ceux de l'YF-24, qui vous a permis de m'enlever, ou plutôt Yanis Kourodakis, dit Ironhide en clignant de l'œil. Et il reprit. L'avion, le MiG codé Flogger, par l'OTAN, a été équipé d'instruments de très haute technologie, mais surtout pour votre entraînement spécial. Les Russes veulent récupérer le chasseur, dit doucement Ironhide en allumant un cigario. Mais pourquoi alors vouloir l'abattre dans cette région? Vous m'avez dit qu'ils peuvent l'abattre. 2 ou 3 MiG dans l'espace aérien américain, c'est insensé, expliqua Wilde. Ironhide tira quelques bouffées de son cigario. Il jeta un regard furtif à sa montre. Intéressant ce que vous dites là, marmonna Ironhide. Wilde se dirigea vers un petit réfrigérateur et il saisit 2 canettes de bière. Il tendit une à Ironhide 5. L'étrange personnage la but doucement. Fit-il, excellente bière noire, c'est une Guinness. Wilde dit, je la trouve un peu amère, avoua-t-il. Le Flogger est équipé d'un moteur réacteur auxiliaire à refroidissement cryogénique. Une révolution dans l'aviation du XXIe siècle, monsieur Wilde. Il peut se propulser à très grande vitesse sans consommer de carburant. Et vous me voulez comme pilote d'essai en plus, dit Wilde. 100 millions de dollars, dit Ironhide 5. Le prix que vous me proposez est invraisemblable. Les Russes m'abattront dès que je serai à leur merci, souffla Wilde. Il y a un mais. Si vous les abattez le premier et faites cap vers le nord, vous aurez une chance, monsieur Wilde, expliqua Ironhide 5. Vous n'aurez qu'à suivre nos instructions, Tony. Et il se leva. Wilde le regarda dans les yeux, l'air intéressé. Pourrais-je avoir confiance en vous, Ironhide? Nous vous avons testé, étudié. Vos moindres décisions sont calculées et analysées. Tout est sur pronostic, Wilde, expliqua Ironhide 5. Wilde le regarda s'éloigner. Pensif, il but sa bière noire en se délectant. Miss Gloria entra. Elle tenait un livre. « Monsieur Wilde, cet homme est bien étrange. Est-il sur une affaire, dit-elle. Ce personnage est venu me proposer une mission invraisemblable, Miss Gloria, et je ne peux qu'accepter, dit Tony Wilde. Au fait, vous avez votre cours de combat, multiples disciplines, au club sportif de police internationale. Ne l'oubliez pas, rappela Miss Gloria en souriant. Tony Wilde fit son entraînement. Le combat fut excellent. Wilde parait les coups de l'adversaire et donna des coups appropriés par des techniques inconnues, peut-être un mélange de judo et de close combat. Il maîtrisait parfaitement les prises. Son adversaire se fatigua. Au bout de quelques minutes, il fit des katas en improvisant de vieilles techniques apprises autrefois, coups et parades de son plein gré. Il gagnait à tous les coups. Wilde, en sueur, se dirigea vers les douches. Il quitta son kimono. Au bout de 10 minutes, il se fit faire une séance de massage. Là, un kinésithérapeute le remit d'aplomb. Roulant sur sa Yamaha, Wilde, habillé sport, se promena sur les routes de Boston. Il aimait sentir le vent lui caresser les cheveux. Le soir venu, Wilde entra chez lui. Sa femme Hélène lui prépara un bon repas.
Il s'endormit, fatigué mais heureux. Au centre de pilotage de la base aérienne de Boston, Wild apprit à piloter le MiG sur un simulateur. Le général assistait, toutes les situations étaient soigneusement traitées. Au cas où il y aurait danger, Wild apprit donc les principales fonctions de chaque instrument sur le cockpit du MiG. Il devait survoler des terrains défendus par des MiG. « Vous êtes à présent apte à 100%, dit Harry Stevenson. « Parfait, général, dit Wild. « Voici le rapport de mission, colonel Wild, dit le général, en lui tendant un dossier. Tony Wild le prit, après l'avoir soigneusement mis dans une mallette qu'il referma. Wild quitta le général Harry en le saluant. Il se dirigea vers la sortie de la base militaire. Le colonel Wild attacha la mallette derrière sa moto et quitta la base en tenue civile. Après avoir roulé sur les autoroutes, Wild se pilota vers son appartement. Il entra chez lui en stationnant sa moto dans son garage. Saisissant sa mallette contenant les directives de sa mission de sa main droite, il appuya sur sa clé pour refermer le garage automatiquement. « Je dois pousser ce MiG et survoler une ferme pour photographier tout ce qui s'y passe, pensa-t-il. Wild arriva chez lui. Il ouvrit la porte et entra. Il referma soigneusement et se dirigea vers la chambre à coucher. Sa femme dormait à poing fermé. Il prit soin de ne pas la réveiller. Il cacha la mallette dans une armoire, enfilant un pyjama chaud et léger. Il s'endormit. Au petit matin, le téléphone portable sonna. « Oui, qui est à l'appareil ?» « Ici Ironhead, votre opération est entamée. Il est 7 heures du matin. Au revoir. » Puis il raccrocha. Wild se leva, prit un petit déjeuner copieux. Il s'habilla sport, combinaison de cuir, laissant dormir Hélène. Il lui écrit le message « Je te quitte pour quelques jours, pour raison de travail. À bientôt. » Et quitta son appartement après lui avoir laissé sa carte bancaire et le code approprié sur la table. Wild roula vers la base aérienne. La circulation était dégagée. À 7h45, sa Yamaha roulait vite. Quelquefois, il faisait des pointes de vitesse en prenant soin de respecter les zones de radar. Il aimait sentir le vent lui fouetter le visage. En arrivant à la base de Boston, Wild fut reçu par le général Harry. Stevenson était en uniforme. « Colonel, vous devez rejoindre notre base à Rapid City. » Après avoir marché quelques minutes, Tony et Harry se retrouvèrent face à une piste d'envol de la base aérienne de Boston. Un Airbus A320 Airbus de la Lufthansa était visiblement stationné devant eux. « Nous devons vous faire passer incognito, dit le général Stevenson. Cet A320 fait partie de nos avions secrets. Pour ne pas éveiller les mauvaises intentions de certains Russes, Wild, tenant la mallette, grimpa les escaliers et monta dans l'Airbus. Harry le regardait. « Bon voyage, Wild, dit-il. » L'intérieur de l'Airbus était vide. Pas le moindre passager à son bord. Une voix de la radio de bord lui dit « Bienvenue, dirigez-vous vers la cabine de pilotage, Wild. » La poitrine serrée fit ce qu'il lui était demandé de faire. À sa grande surprise, un homme aux cheveux blancs était assis à droite des commandes. « Heureux de travailler avec vous, monsieur Wild. Je suis le commandant Schmidt. » dit-il. « Prenez place. » L'Airbus fit chauffer ses réacteurs et se dirigea vers la piste d'envol. « Tout est simple, monsieur Wild. Piloter ce moyen courrier n'est plus aussi difficile qu'il y a 20 ans, dit Schmidt. « Nous allons à Rapid City, Tony, » reprit le commandant. Wild scruta attentivement d'un air intéressé le plan de vol. « Cet appareil est un des plus stables au monde, » dit le commandant. L'A320 décolla et chercha son cap par pilote automatique. Jetant un coup d'œil à sa montre, le commandant lâcha. Dans 3 heures, nous serons à la base de Rapid City, si les vents sont favorables et la météo bonne. L'avionique de navigation est très simple. Je suis ici pour m'occuper des valeurs de cap automatiques et des balises. Soyez sans crainte, reprit Schmidt. Entre les nombres de navigation, l'ordinateur se charge de calculer les positions et caps et gère même l'atterrissage automatique, dit le commandant Schmidt. C'est les to et from que je ne comprends pas, ainsi que l'ADF, expliqua Wild. Je m'occupe de tout cela, affirma Mark Schmidt. L'avion se posa sur la piste 36 de la base. Après s'être immobilisé au sol, il réduisit le régime de ses réacteurs à 20%. Un convoi militaire vint à sa rencontre. Wild et Schmidt quittèrent l'Airbus de la Lufthansa. Les soldats leur donnèrent des uniformes qu'ils revêtirent rapidement. Après 2 heures, Wild reçut une combinaison de pilote et des instructions de plan de vol. Wild s'habilla et se dirigea vers le MiG qui semblait attendre tel un oiseau endormi dans un hangar. Wild pensait. Il devait survoler un lac au nord à 1 heure de vol et se poser dans une base secrète qui lui serait indiquée pendant le trajet. Le colonel Wild grimpa à bord du MiG. Il s'assit sur le siège éjectable. Les commandes étaient écrites en alphabet cyrillique. Il referma la verrière du cockpit. Tout lui semblait simple maintenant. Wild tourna le bouton de la radio.
Ici le colonel Rookie à la base Alpha One. Je demande autorisation de décoller. Après quelques minutes, la tour de contrôle. Autorisation accordée, piste 90. Le vent est du haut. Vous pouvez y aller. Tony Wilde comprit qu'il n'y avait aucun danger. Il mit les freins de roue sur la position B rouge et alluma les réacteurs sur 1. Le chasseur ne bougea pas. Il cracha un jet de flamme. Wilde se dit, il n'y a pas de post-combustion sur cet appareil. On n'arrête pas le progrès. Tony mit les flaps. Son regard se figea sur un bouton, celui des landing gear. Prenant du courage, il retira les freins de roue et, aligné sur la piste, il poussa la manette de gaz et décolla devant tous les militaires ahuris. Après 2 minutes, Wilde releva les trains d'atterrissage, réduit les réacteurs à 70% de puissance en grimpant à l'altitude de 3000 pieds. Un message lui parvint. Cap au 0 degré, crépita la radio. Sa combinaison se gonfla automatiquement lorsque Wilde plaça un tuyau dans l'endroit inscrit. Le colonel de l'UCR-Foss stabilisa l'appareil pendant 10 minutes. Il grimpa à 5000 pieds et, allumant le radar, un bouton clignota devant lui. « Activez-le, colonel. C'est un système permettant d'atteindre de très grandes vitesses sans consommer de fuel. La toute dernière invention des réacteurs cryogéniques, dit Pulsar, expliqua une voix. Wilde referma son casque. L'oxygène augmenta dans sa gorge. L'avion laissait derrière lui une traînée de fumée semblable à un chapelet. Le zinc, tel un bolide de feu, se mit à rougir sous les frottements de vitesse. Tony, affolé, cria dans la radio. « Je vais exploser, je vais cramer !»« Non, commandant, actionnez le bouton sur votre droite qui clignote en ce moment, » dit la radio. En le poussant, l'avion se mit à refroidir les alliages dont il était construit, en modifiant la structure de ses surfaces en nid d'abeilles. Wilde jeta un vif regard sur l'indicateur de vitesse, il lut Mach 5. Le lac à survoler était déjà dépassé depuis longtemps. Wilde réduit la puissance et fit un virage long pour freiner. « Maintenant, volez à 3000 pieds, coupez les moteurs, » dit la radio. Wilde sentit son cœur se serrer. Il réduisit davantage en faisant des mouvements de virage et remit les réacteurs initiaux en marche à 5% de régime. La voix lui demanda de sortir les aérofreins. Il perdit connaissance 1 minute, aussitôt rattrapé par la radio, qui lui dit « Wilde, ne nous quittez pas !» L'avion, sans décrocher, vira sur la gauche. Cap 270 degrés, dit la radio. Wilde discerna une piste au fond du paysage. Le soleil ne le gênait plus. Il réduisit sa vitesse à 280 nœuds et engagea la procédure d'atterrissage. Soudain, 2 échos firent éruption dans le radar. Wilde regarda les spots s'approcher. Il n'était plus qu'à une portée de 10 dans l'échelle de l'écran. C'était visiblement une menace. Tony Wilde arma son canon et fit passer des missiles d'attaque dans le sélecteur d'armement RR. « Ce sont des avions ennemis, dit la radio, des mercenaires de l'air. »« Wilde, ils n'ont pas d'immatriculation, ce ne sont pas des chasseurs soviétiques, » cria la radio. Wilde engagea la bataille. Il abattit le premier et le second après quelque temps. Les pilotes s'éjectèrent en parachute, ils furent pris. Wilde posa son zinc à la base située quelque part dans l'un des États les plus proches du Dakota du Nord. « Nous vous remercions sincèrement, monsieur Wilde, dit un certain colonel Tumbler. » Wilde, tremblant et titubant, descendit du MiG-27. Il dégonfla de ses mains la combinaison anti-G. Son casque pendait de sa main gauche. Wilde, reprenant ses esprits, dit « Colonel, vous apportez le Flogger n'a pas été de tourpeau. J'ai eu affaire à des mercenaires, j'ai dû les abattre. » grogna Wilde, et il s'écroula de fatigue dans les bras du colonel. « C'est la vitesse hypersonique. Je veux un véhicule de secours d'urgence et secouez-vous » hurla le colonel Tumbler à ses hommes de troupe dans l'aéroport. Les Russes sont très contents. Sans le vouloir, vous avez évité une fuite dans les rapports Est-Ouest, Monsieur Wilde. Ouvrant les yeux, la voix du colonel Tumbler se fit plus distincte. « Colonel Wilde, heureux de vous avoir avec nous dans l'armée de l'air. Vous êtes passé à un rang supérieur. On va aller se faire une cuite, mon ami. Une bonne dose de whisky vous fera le plus grand bien. On croirait entendre le général Stevenson, colonel, dit Wilde, les yeux hagards. Il sirote toujours ses bouteilles jusqu'au fond, cette vieille oie cendrée de Général Harry. Quand tu le verras, serre-lui la main très fort et dis-lui que je l'aime bien, dit Tumbler. Wilde avait roupillé 5 heures. Il fut d'aplomb en quelques minutes. Au bar de la base, Tumbler et Tony buvaient du whisky à gogo. On n'est pas en permission comme des bidasses, nous, Wilde, mon ami. Boire est un ordre, secret militaire, dit Tumbler. Entre nous, c'est un test biomédical, service de l'armée. Mais chut, pas un mot, service à ne pas divulguer, chuchota
Le colonel Tumbler à Wild qui commençait à être gai. « Colonel, on a besoin de types comme vous. Ma femme, Hélène, vous surprendrez par sa gentillesse de me laisser boire. Je bois rarement, colonel, une cuite, c'est toutes les éternités, dit Wild. Oups, c'est cette tête de dindon d'Harry Stevenson. Il tient toujours les records de boisson, reprit Tumbler. Il est sérieux au boulot, il leur en a fait voir de toutes les couleurs dans l'Adriatique. Ici, Tony, tu es protégé, t'as rien à craindre. Cette base est un accord de SALT 3. Les Russes vont reprendre ce Flogger bientôt. Le MiG-27 ne tombera jamais entre les mains des méchants, expliqua le colonel Tumbler Gigers. Le téléphone sonna. Oui, c'est qui? Général Stevenson, commandant-chef de l'US Air Force. Permission spéciale 243. Passe-moi ce sacré lézard volant de White. Hello, général, ici le colonel White. J'ai été bousculé par la vitesse hypersonique du Flogger. Mission accomplie néanmoins, expliqua Tony. Un lézard, tête de l'enfer, un lézard de 1000 chariots plein de citrouilles pour fêter Halloween à l'ombre des rosées. Tu as réussi à passer, diable boiteux. Tu as réussi, expliqua le général dans un ton euphorique. T'es avec nous maintenant, dans l'armée, petit polichinelle de ferraille. Passe-moi Tumbler, dit le général Stevenson. Vieille branche d'Harry, souffla le colonel. Qu'est-ce que c'est que ces paroles, colonel? Votre permission spéciale 244. Tu tires toujours les pastèques au M16, Harry? Toujours, vieux bison, vous allez avoir des cadeaux, Gégers, plein de cadeaux, un nouveau budget de l'armée dans votre foutue base interentente Est-Ouest. C'est bon, au revoir, Gégers, salut, et il raccrocha. Gégers posa le téléphone rouge et se tourna vers Wild. En forme, allons faire un tour au village, salle de jeu et amusements, reprit Gégers. Droit devant, colonel, dit Wild. Nos deux amis quittèrent la base militaire, ils reçurent des badges spéciaux. Wild quitta sa combinaison pour un uniforme bleu de l'US Air Force. Nos deux amis se dirigèrent vers un village à une dizaine de miles de la base. Le nom de code de cette base de l'OTAN est Lapin Rose, dit Gégers. On file dans le BMP, discrétion assurée, reprit celui-ci. Le BMP roulait dans la campagne américaine. Au bout d'un quart d'heure, il fut stationné devant un village de détente pour les soldats. J'ai un coin spécial, Wild, dit doucement le colonel Gigers. Des parties de poker en écoutant de la musique soul. Un auditorium pour se remettre d'aplomb. Ils débouchèrent dans une salle tamisée. Des tables éclairées. De superbes femmes déguisées en bunnies les attendaient pour jouer. La base devait un cadeau de $1000 pour ce sacré coup. Les arts volants, dit le colonel Gigers. Cigare, dit une charmante jeune femme. Wild tira quelques bouffées. Pelote-lui le derrière, dit Gigers. La bunny sortit un Browning automatique et le plaça sur la tempe de Wild. Ça va, j'ai compris, lieutenant. Rangez votre arme, lâcha Wild. C'est un essai, je suis marié, ne vous fâchez pas, expliqua Wild. Essai extra spécial de la médecine de l'armée, reprit le colonel Gigers. Rangez votre arme, c'est un ordre, cria le colonel. Tony, c'était pour analyser vos réactions. Si tu te sens seul, tu peux quitter la base pour Boston dès demain, souffla le colonel Gigers. La nuit se passa dans la gaieté. Wild gagna 3 parties de poker. $5000. Il quitta au matin la base de Lapin Rose à destination de Boston. En arrivant chez lui, Wild sonna. Hélène Curtis, sa femme, ouvrit la porte. « Bienvenue à la maison, colonel Tony, dit-elle en se jetant dans ses bras. Wild, en uniforme de l'armée de l'air, la prit dans ses bras et l'embrassa tendrement. « On va changer de domicile, chérie, dit-il. »« Vraiment ?» répondit-elle. « J'ai réussi quelque chose d'exceptionnel, ma chérie, reprit-il. Une belle propriété à Los Angeles, avec piscine et jardin fleuri, continua Wild. La journée se passa tranquillement. Tony se promena dans Boston en tenue civile. Il se rendit au bureau de la police internationale. Il entra en ouvrant la porte qui était fermée. Le bureau était vide. Tony Wild referma la porte et déposa un chèque dans son armoire qu'il libella au nom d'Hélène Curtis. Il prit son portable. En composant un numéro spécial, il eut accès au compte bancaire. « Votre compte bancaire a changé de numéro. Vous êtes de l'armée de l'air, dit une voix agréable. Wild composa un code. Une voix lui expliqua que pour sa première tentative de vol d'essai, il disposait d'une centaine de millions de dollars. Wild pensa, je devrais offrir une nouvelle garde-robe à Hélène. Il griffonna sur un papier de bureau. Je dois changer de maison. Loin de là, Yanis Kouroudakis avait repris ses esprits depuis longtemps. L'unique, le véritable Kouroudakis ayant pris soin de rédiger une lettre, expliqua qu'il avait vu un sosie aller contacter un avocat. Un homme distingué et posé, un dénommé Philby, Paul Philby, d'origine canadienne, installé aux États-Unis depuis plusieurs années. L'homme était froid et sec, il ne souriait pratiquement jamais. « Je suis une personne atteinte dans ma vie privée, dit Yanis. Je vois, monsieur Kouroudakis, je vois, tout est inscrit. Vous expliquez comment cette organisation prend votre apparence par un double, un sosie.
dit Philby. Une légende arabe dit que l'on appelle votre sosie un garine, un mauvais génie. Mais c'est un être en chair et en os que j'ai rencontré, pas un fantôme lumineux, genre Gasper du XXIe siècle fabriqué par un hologramme.